Et on commence avec Louis-Antoine Lemire, qui sera avec nous pour la saison. C'est notre journaliste à la recherche. Et quand le monde le permettra, ben on pourra le renvoyer sur le terrain. Louis-Antoine, bonjour. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Très bien, merci. Good. Louis-Antoine, j'aimerais ça qu'on commence rapidement. Ce qu'on se rend compte avec le recul, c'est que tout le monde n'est pas nécessairement égaux face au télétravail. Est-ce qu'on a une meilleure idée de qui a su en profiter, mais encore plus important, de ceux qui n'ont pas nécessairement été en mesure de profiter de cette espèce de nouvelle réalité qu'est le télétravail? En effet, je voyais une étude de l'Institut national de la santé publique du Québec qui relevait que les 55 à 64 ans, ainsi que les gens un peu moins éduqués ou scolarisés, et les individus demeurant dans des milieux ruraux sont moins avantagés par le télétravail parce que souvent, ces gens-là vont travailler dans les usines, les commerces au détail. Donc, évidemment, ils ont été fermés, ce genre d'industrie-là, pendant la pandémie. C'est ce qui cause, c'est ce qui explique le fait que cette clientèle-là, ça a été un petit peu plus difficile pour eux, le télétravail. On sait, dès la fermeture du Québec en mars, les gens ont été appelés à rester chez eux. Mais c'est quand qu'on a eu, je dirais, l'heure de pointe du télétravail? C'est quand que c'est devenu le plus répandu? Au niveau de la proportion, on parle de 50 donc un Quand même. Québécois sur deux entre le 21 mars et la mi-avril. Le pourcentage a diminué un petit peu pour s'établir à 40 Ça, on parle à la mi-mai. OK. Je sais que tu as parlé à un de tes amis qui travaille pour la fonction publique. Qu'est-ce qui t'a témoigné, transmis par rapport à son expérience en matière de télétravail? Honnêtement, son expérience est très fructueuse. Il a noté plusieurs avantages à faire du télétravail. Il me parlait, bon, ça lui permet d'aller chercher ses enfants à la garderie, ça lui donne plus de temps en famille. Il peut commencer plus tôt. Des fois, on fait un peu d'insomnie, on se lève à 5 heures du matin, bien, on peut déjà commencer à travailler. Bien sûr, on évite la congestion routière. On est plus flexible également dans notre horaire. En ce sens, il m'expliquait que, bon, s'il veut travailler à 20h30 le soir, ben c'est possible. Donc, il voyait beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Toutefois, il me l'a mentionné, Julien, qu'il y a des petits inconvénients. C'est sûr que tu le sais. Au niveau du télétravail, le contact direct avec nos collègues ne s'effectue pas nécessairement. Mm. Donc, ça fait en sorte que les dossiers peuvent avancer un petit peu moins vite qu'à l'habitude, mais somme toute, il est capable quand même de livrer tout ce qu'il a à faire en fonctionnant avec le télétravail. Donc, c'est sûr que lui est très, très heureux dans ce mode de fonctionnement-là. Et d'après lui, parce que, tu sais, on associe souvent l'idée de l'administration publique à une lourde machine ou un gros bateau qui c'est difficile de faire changer de direction rapidement. Mais d'après lui, ça s'est installé rapidement ou ça a pris du temps avant que le télétravail s'installe pour de bon, du moins pendant la pandémie? Non, ça s'est quand même installé très, très rapidement. Le gouvernement a été assez réactif. On sait, Julien, on parle d'environ, à l'échelle de la province, 65 000 travailleurs dans la fonction publique. Quand même. Uniquement dans la capitale nationale, on parle de plus de 30 000. Et de ce nombre-là, au plus fort de la crise, on parle de 71 qui étaient en télétravail. Le pourcentage, en date, les chiffres les plus récents que j'ai obtenus, on parle de 62 en date du 8 septembre pour le télétravail en ce qui concerne les employés de l'État. Donc, le gouvernement agit quand même très rapidement par rapport à ça. Ça reste élevé quand même, 62 quand on sait... là, évidemment, on nage un peu dans l'inconnu, hein, parce qu'on vient de replonger dans une drôle de période, mais quand on sait qu'on a réouvert les tours à bureau, donc à 25 d'occupation, mais ceci dit, je trouve que ça reste beaucoup à 62 c'est impressionnant. Oui, bien c'est ça. Comme tu l'as si bien dit, le taux maximum de capacité des tours de bureau, on parle de 25 Et puis ça, ce 25 %-là, c'est pour garder un certain équilibre finalement entre le travail à la maison et le travail au bureau. Évidemment, on veut éviter de propager le virus et de diminuer les risques. Donc, c'est pour ça que les autorités gouvernementales ont pris la décision de limiter ça à un quart d'habitation pour leur tour à bureau. Finalement, et on termine là-dessus, on s'en rend compte, là, il y a un flou juridique autour de la notion de télétravail. Est-ce que le gouvernement s'est penché sur la situation? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose dans les prochains jours, semaines, mois? Oui, le gouvernement songe à présenter une politique cadre du télétravail. OK. Cette politique
candidat sera présenté au Conseil du Trésor cet automne. Donc, on veut voir l'orientation, ça va avoir plus tard parce qu'on sait, bon, nous sommes dans la deuxième vague actuellement. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois? Donc, les autorités gouvernementales veulent se pencher sur le sujet. Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Louis-Antoine. On se reparle bientôt. Merci. Salut. Merci, Julien. Bye bye. Salut, merci. Et pour essayer de mieux comprendre l'ensemble des enjeux, je vous propose de commencer avec Louis-Antoine Lemire, notre journaliste, pour qu'on fasse un peu le tour de ce que représente cette industrie-là pour le Québec et particulièrement pour la capitale nationale. Louis-Antoine, bonjour. Bonjour, Julien. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci, c'est gentil. Écoute, Louis-Antoine, je voulais qu'on commence, parce que je pense que des fois, on ne se rend pas compte à quel point c'est une industrie qui est importante. Quand on parle d'emploi dans l'industrie de la restauration, les chiffres, c'est quoi? Il y a combien de personnes qui travaillent dans cette industrie-là? Selon Statistique Canada, dans son enquête sur la population, on parle de 217 900 emplois dans le domaine des services de la restauration et de débits et boissons. Et en termes de retombées économiques, les ventes dans le milieu de la restauration commerciale au Québec, on parle de 13,5 milliards en 2018. Donc, c'est non négligeable, cette industrie-là. C'est effectivement non négligeable. Puis là, ça, c'est pour la province. Dans le cas, par exemple, si on essayait de circonscrire un peu, puis on disait, bien, mettons, la capitale nationale, là, ça ressemble à quoi ces mêmes chiffres? Dans la capitale nationale, on parle de 7 000 cuisiniers à l'emploi. Okay. En ce qui concerne les serveurs, on parle de 6 000. En ce qui concerne la Chaudière-Appalaches, on parle de 4 000 serveurs, 4 000 cuisiniers, pardon, oui. Et 3 000 serveurs. OK. Là, on a bien dit, hein, il y a comme ces deux catégories d'employés-là. Je n'ai pas envie de rentrer dans le grand débat des salaires, du pourboire. C'est un débat à refaire une autre fois, qui est un débat qui est fascinant par ailleurs. Mais en termes de salaire, on ne parle pas de salaire exorbitant. Là. Non, c'est pas du tout exorbitant. C'est sûr que c'était impossible pour l'Institut de la statistique de départir l'hébergement et la restauration. Okay. Mais si on fait une moyenne des deux secteurs, on parle d'un taux horaire de 16 et 29 et 29. Donc, c'est pas énorme, c'est pas bien énorme, sûr. Là. Ça serait loin du fameux salaire minimum à 15 $. Ça serait pas très loin, en fait, pardon, du salaire minimum à 15 $ que certains voudraient voir installé. Tout à fait. Tu as rencontré une restauratrice de la Rive-Sud, à Lévis, je crois. Son nom, c'est Marie Letourneau, c'est bien ça? Oui, Marie Letourneau, qui est dans le domaine de la restauration depuis plusieurs années. Okay. Elle est la propriétaire du restaurant Délices à Lévis. Comme bien des restaurateurs, elle qualifie la situation de difficile et triste. Certains de ses travailleurs ont dû être sur le chômage. Bien sûr, avec le contexte actuel, elle travaille à effectif réduit. Donc, tu le sais, Julien, quand on parle d'assurance-emploi, c'est pas plein salaire, donc c'est 55 % de leur gagne-pain. Donc, c'est difficile pour eux finalement, tu ne peux pas vivre, mais tu survis finalement lorsque tu es sur l'assurance-emploi. Puis, contrairement à certains entrepreneurs, la prestation canadienne d'urgence, bien connue sous le nom de PCU, elle trouvait ça très bien pour ses travailleurs parce que ça leur permettait de mieux gérer leur budget parce qu'on se le rappelle, Julien, la PCU donnait un 2 000 $ par mois. Oui. Donc, c'était plus facile pour... on a tous nos factures à payer, que ce soit l'hypothèque, subvenir aux besoins de nos enfants. Donc, la PCU, elle, a trouvé ça intéressant pour elle. Et pas pour elle, mais surtout pour ses employés. Puis elle, dans son cas, là, on sait que c'est très difficile, mais est-ce qu'elle entrevoit l'avenir de manière positive et optimiste ou il y a une espèce de résignation qui est un peu dans l'idée que si ça continue, en fait, ça ne pourra pas continuer longtemps? Sur un point de vue gestionnaire, elle croit mordicus qu'elle va être capable de traverser cette crise-là. Pourquoi? C'est sûr que le Délices est très, très connu dans le milieu lévisien. On offre un service de livraison, des commandes à emporter. Donc, grâce à ça, elle va être capable de tirer son épingle du jeu. Ce qui l'inquiète surtout, c'est avec le contexte actuel, on ne sait pas quand les restaurants, les salles à manger vont pouvoir réouvrir de nouveau. Est-ce qu'elle va perdre des employés? C'est sa principale préoccupation, mais en ce qui concerne le Délices, elle est très, très confiante que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le restaurant va avoir encore sa niche là, dans le milieu de Lévis. Bon, merci. Mais merci beaucoup, Louis-Antoine. C'est super intéressant. On va continuer la discussion. De toute façon, je trouvais ça important qu'on ait des témoignages de restaurateurs, d'entrepreneurs. On va continuer la discussion avec un entrepreneur de Québec. Merci, Louis-Antoine. On se parle bientôt. Merci. Salut. Et pour nous dresser un court portrait de la situation, on rejoint notre journaliste Louis-Antoine Lemire. Louis-Antoine, bonjour.
Bonjour, Julien. Merci d'être là, toujours fidèle au poste. Écoute, Toujours. toujours, hein? Écoute, Louis-Antoine, le cancer, hein, on s'en rend compte, ça demeure encore et toujours un fléau à l'échelle canadienne. Malheureusement, oui. En moyenne, chaque jour, il y a 617 Canadiens qui reçoivent un diagnostic de cancer. Et de ce nombre, 228 personnes vont décéder sur une base quotidienne. OK. C'est un constat qui est assez sombre. Malgré tout, j'ose espérer qu'il y a quand même un peu d'espoir. Oui, un peu d'espoir. Le taux de survie net après 5 ans du cancer de la prostate, entre autres, est très élevé. On parle de 93 tout comme celui du cancer du sein qui est à 88 Inversement, le taux de survie net après 5 ans pour le cancer d'un poumon est faible à 19 Et, je dois... oui. Oui, bien, je dois ajouter qu'il y a eu des statistiques de la Société canadienne du cancer entre 92 et 94 et entre 2012 et 2014. OK. Bien, le taux de survie de tous les cancers combinés a augmenté, passant de 55 à 63 Donc, Julien, on voit qu'il y a quand même un espoir malgré tout. Là. Disons qu'une certaine amélioration. On n'est pas sorti du bois, mais ça s'améliore. Exactement. Est-ce que tu as des données pour le Québec, par exemple, là, d'une année un peu plus récente? Parce que les chiffres qu'on avait de la Société canadienne du cancer datent de 2015, mais est-ce qu'on a des choses là, pour le Québec de manière un peu plus récente? Oui, on a des choses pour la belle province. Le nombre de nouveaux cancers en 2019 était de 28 500 personnes chez les hommes et 27 700 chez les femmes. OK. Et là, bon, on parle de cancer de manière un peu générale. On connaît tous le cancer du poumon, cancer de la prostate, évidemment, cancer du sein aussi. Mais c'est quoi les cancers, disons, qui sont les plus fréquents ou, entre guillemets, les plus répandus? Les plus répandus chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Par la suite, on parle du cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer de la vessie. Sans surprise, Julien, quand on parle du cancer chez les femmes, bien sûr, on associe ça au cancer du sein. D'ailleurs, je pense que tu vas recevoir une personne en ce sens prochainement dans l'émission. Oui, tout à fait. On parle aussi du cancer des poumons, du cancer colorectal et du cancer de l'utérus, qui sont les plus, là, je vais le mettre entre guillemets, les plus populaires, donc on devrait dire les plus répandus chez les gens. Effectivement. Et on termine sur des chiffres tristes. En même temps, c'est des chiffres, des chiffres auxquels on est tellement habitué dans les derniers mois que finalement, une mort devient une statistique. Mais qu'en est-il des décès? Là? Chez les hommes, au Québec, on parle annuellement de 11 700 décès. Le nombre est un petit peu moins élevé chez les femmes. On parle de 10 400 décès. Donc, bien sûr, tu seras d'accord avec moi que Julien, qu'un décès est un décès de trop. Mais bon, on se croise les doigts justement pour que ces statistiques-là baissent d'année en année. Bien, merci beaucoup pour ces informations, Louis-Antoine. On se parle bientôt. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, Julien. Bye-bye. Salut. Et on commence cette discussion avec Louis-Antoine Lemire, notre journaliste à la recherche, qui va nous éclairer un peu sur la situation actuelle. Louis-Antoine, bonjour. Bonjour, Julien. Ça va bien? Oui, ça va, toi? Good. Louis-Antoine, il y a plusieurs personnes qui croyaient que la consommation allait augmenter là, à la suite de la nouvelle législation. Est-ce que c'est le cas? Non, la consommation de cannabis n'a pas augmenté au deuxième trimestre de 2019 comparativement à la même période de l'an passé. Donc, les statistiques sont relativement identiques. Et au total, Julien, on parle de près de 5 millions de Canadiens qui ont consommé, qui ont déclaré avoir consommé du cannabis. C'est quand même une personne sur 6. Hein? Est-ce qu'il y a une différence marquée entre la consommation de ces 5 millions de Canadiens, je dirais, entre les hommes et les femmes? Oui, les hommes sont 2 fois plus susceptibles d'avoir consommé du cannabis là, lors de cette période-là. Okay. Au niveau d'autres statistiques, 3 femmes sur 5 mentionnent qu'elles n'ont jamais consommé de cannabis. Inversement, c'est un homme sur 2 qui ont avoué avoir consommé du cannabis. OK. Et est-ce qu'il y a une différence dans les habitudes d'achat ou comment on va chercher ce cannabis-là? Bien, sans surprise, évidemment, comme les hommes consomment plus de cannabis, donc c'est eux qui ont tendance à l'acheter davantage, okay. Tandis que les femmes, de leur côté, elles se font offrir du cannabis. Donc, pour ce côté-là, les femmes sont chanceuses. Là. Elles n'ont pas à débourser beaucoup là, pour le cannabis, selon les données fournies par Statistique Canada. OK. Et est-ce que cette étude parle de la consommation, en fait, je dirais de critères autres que l'âge? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à consommer plus ou il y a eu des changements par rapport à ça? Non, il n'y a pas vraiment eu
beaucoup de changements. Au total, Julien, je te dirais qu'il y a un tiers des personnes qui ont déclaré avoir déjà essayé du cannabis dans leur vie, OK. mais au moment ces gens-là ne consommaient pas de marijuana. Donc, il n'y a pas eu de différence marquée, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, par rapport à la nouvelle législation. Là. Et moi, en fait, ce que j'ai cru voir, je ne sais pas si c'est juste ça vient de mon monde à moi, mais les gens qui peut-être ont un certain âge, qui ont déjà fumé du pot dans les années folles des années 70 puis qui avaient arrêté, est-ce qu'ils ont commencé à fumer? Est-ce que finalement, non, il n'y a pas eu de différence pour les gens d'un certain âge? Ça a été étonnant quand j'ai consulté les statistiques. Oui, il y a eu une petite augmentation au niveau de la clientèle des 65 ans et plus depuis que le cannabis est légal. Donc, on parle d'une augmentation de 2 donc c'est passé de 3 à 5 la consommation pour cette tranche d'âge-là. Donc, est-ce que c'est une consommation plus médicale? Ça, je n'ai pas les détails, mais plus de consommation de ce côté-là chez les personnes plus âgées. Tu as aussi reçu des données du service de police de la Ville de Québec là, par rapport au type d'infraction. En fait, la question, est-ce qu'on est tous en train de conduire Stone? Là? Oui, j'ai parlé à Mme Dion, qui est la porte-parole du SPVQ. Okay. Donc, au départ, on a donné des chiffres concernant les infractions de possession, trafic de drogue. En 2017, on parlait de 995. En 2018, on parlait de 828. Et en 2019, on parlait de 530. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on voit une diminution. Également, conduite avec faculté affaiblie par la drogue et par l'alcool. Si on commence, tu me le permets, Julien, par la drogue, on parle en 2017 de 83 infractions. En 2018, on parle de 97 et en 2019, on parle de 109 infractions. Donc, ça monte un petit peu, mais c'est quand même pas des chiffres astronomiques. Non. Et bien sûr, je voulais un comparatif avec l'alcool, qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, en 2017, on parle de 676 constats, 661 l'année suivante, et l'année dernière, on parle de 728 constats des conduites avec faculté affaiblie par l'alcool. Ça reste assez stable, finalement. Hein? C'est ça, là, c'est des petites marges d'erreur. Là. Bien, Louis-Antoine, merci infiniment pour toutes ces informations. On se parle bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et on commence, comme c'est souvent le cas, avec notre journaliste à la recherche Louis-Antoine Lemire, qui est allé fouiller pour nous trouver quelques chiffres sur l'état de la diplomation au Québec. Louis-Antoine, bonjour. Bonjour, Julien. Ça va? Oui, ça va très bien, toi. Good, ça va bien, merci. On va beaucoup parler d'éducation secondaire là, durant l'épisode. C'est un peu le nœud du sujet, mais je voulais qu'on parte de haut. Donc, on parle un peu des études universitaires pour descendre tranquillement. Donc, au Québec, il y en a beaucoup des diplômés universitaires? En 2019, le tiers des Québécois âgés de 25 à 64 ans détenaient un certificat ou un diplôme universitaire. À l'opposé, une personne sur 10 déclarait n'avoir aucun diplôme. C'est quand même moins une personne sur 10 que ce que j'aurais cru personnellement. Là. Puis on le sait, bon, malgré les efforts louables là, du réseau des universités du Québec qui sont disséminés un peu partout dans la province, il reste que les universités, bien, ça se retrouve majoritairement dans les grands centres. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a une plus grande proportion de diplômés qui proviennent des grands centres? Bien, les statistiques tendent à démontrer que ton analyse est exacte. La région de Montréal a un peu plus de 50 de sa population des 25 à 64 ans à détenir un diplôme universitaire ou un certificat. C'est sûr, Julien, il y a 40 de tous les universitaires de la province qui proviennent de Montréal. Donc, évidemment, ça a un impact. Et puis, quand on regarde les régions, la région de la capitale nationale, il y a 35 des gens qui ont un diplôme universitaire ou un certificat. L'Outaouais à 35 également et Laval à 31 Ça, c'est les proportions les plus importantes dans les différentes régions administratives du Québec. Et un petit regard sur la Rive-Sud, pour Chaudière-Appalaches, on parle de 22 C'est intéressant comme proportion parce que la population de Montréal, c'est entre 20 et 24 là, de la population générale du Québec. Ça dépend toujours de quel Montréal on parle. Là. Mais c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi. Là. Oui, il y a plus d'universités, mais il y a peut-être autre chose. C'est un sujet qu'il va falloir qu'on explore éventuellement. Un autre aspect de la diplomation qui a peut-être changé à travers le temps, c'est, je dirais, la diplomation entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre le taux de diplomation des hommes et des femmes? Oui, il y a toujours une différence. Les femmes
plus nombreuses que les hommes à détenir un certificat ou un diplôme universitaire. On parle de 37 versus 30 et c'est le même constat au niveau collégial. On parle de 24 chez les femmes et 19 chez les hommes. Et à noter aussi, les hommes se retrouvent plus souvent sans diplôme comparativement aux femmes. Là, les pourcentages sont de 13 et de 9 C'est quand même, c'est ça, hein? C'est un changement profond là, dans notre société. Je pense que si on remontait à 1950, ça aurait été complètement différent. Mais tout ça, c'est bien beau, hein? Parce que là, on parle d'université, mais comme je disais, on va parler du secondaire, qui est quand même absolument essentiel. Là, on en est où en termes de taux de diplomation? Il y a 17 des Québécois qui affirment que leur plus haut taux de niveau de scolarité, c'est le secondaire. 18 eux, ont un certificat ou un diplôme d'une école de métier. Donc, évidemment, on fait référence à un DEP. Finalement, un peu plus d'une personne sur 5 a une scolarité de niveau collégial dans la belle province. Puis tu en parlais tantôt, c'est sûr que Montréal, c'est Montréal, mais la grande région de Québec s'en tire assez bien, là. Oui, c'est à Montréal et à Québec qu'on observe les plus faibles pourcentages de personnes qui n'ont aucun diplôme d'études secondaires. Donc, le pourcentage en sol montréalais est de 7 et nous, à Québec, on est tout près à 9 donc ça va relativement bien dans la vieille capitale là, pour ce qui est de l'éducation. Bien, merci pour tous ces chiffres, Louis-Antoine. On se parle bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Salut. L'image d'un assisté social fraudeur et paresseux ne date pas d'hier. On y reviendra d'ailleurs un peu plus loin dans l'émission. Mais il reste que malgré leur petit nombre, il y en a eu et il y en aura toujours. Et pour les démasquer, ça prend des inspecteurs. Et ça tombe bien parce que Louis-Antoine Lemire, notre journaliste, est tout désigné pour venir nous en parler. Louis-Antoine, salut. Bonjour, Julien. Salut. Écoute, tu as été témoin, je crois, d'un inspecteur qui travaillait au ministère de l'Emploi. Comment ça marche? Oui, bien, mon père a travaillé pendant de nombreuses années comme enquêteur au ministère de l'Emploi. En fait, comment ça fonctionnait? Mon père travaillait en collaboration avec les agents. Les agents, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils analysaient les dossiers des prestataires d'assurance sociale et lorsqu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, bien, mon père commençait à investiguer. Donc, c'est comme ça qu'il pouvait avoir des cas. Également, ça pouvait être des dénonciations citoyennes. Donc, c'est de la façon que mon père pouvait commencer ses enquêtes avec les gens pour vérifier s'il y a de la fraude ou non. Et là, comme il partait avec des bases de dénonciation, plus souvent qu'autrement, il tombait sur des fraudeurs. C'est quoi le type de fraudeur qu'il rencontrait exactement? Bien, le classique, c'est la personne qui reçoit un chèque d'aide sociale et qui travaille en même temps. Il faut dire, Julien, une personne assistée sociale a le droit de gagner un certain montant, donc disons 400 $ par mois. Donc, si la personne dépassait le 400 $, mon père n'allait pas nécessairement enquêter là-dessus parce que c'est pas un dossier qui est très, très payant. Inversement, par contre, il y a déjà eu un dossier. C'est un homme qui avait 400 000 $ dans son compte et puis il recevait quand même un chèque d'aide sociale. Donc, évidemment, ça, pour lui, c'était un cas qui était très, très payant. Et puis, des fois, les gens ne le savent pas, mais comme enquêteur, mon père avait accès au dossier Equifax des gens. Donc, c'était assez facile là, d'épaisser de cette façon-là. C'est fun parce que tu parles de dossiers payants, puis on a toujours en tête la notion on appellerait ça peut-être des quotas, disons, ou des critères de performance. Est-ce qu'il y a ça, des quotas? On ne veut pas utiliser le mot quota, mais on parle d'objectifs de performance. Donc, c'est similaire. Donc, mon père, ce qu'il devait, c'est de rapporter plusieurs 100 000 $ par année. Sans quoi, évidemment, il pouvait se faire taper sur les doigts là, par son employeur. Ah donc, oui, OK, quand même. Est-ce que tu as déjà eu peur pour sa sécurité? Parce qu'on s'entend, là, un petit fraudeur qui a des petits montants, ils sont peut-être pas très dangereux, mais quelqu'un qui se retrouve avec 400 000 $ dans son compte puis qui fraude pendant ce temps-là, c'est peut-être un peu plus problématique. Est-ce qu'il a eu peur? Il y a eu quelques situations. Par exemple, une fois, il marchait avec ma mère dans la rue. Et puis là, il y a une personne qui est traversée la rue avec un bâton de baseball pour les invectiver. Donc, c'est sûr que ça surprend son homme, disons ça comme ça. Il y a eu d'autres situations. Évidemment, une fois, il est allé chez un client. Mon père, évidemment, son emploi, c'est de poser énormément de questions. L'individu trouvait qu'il en posait un petit peu trop. Fait qu'il a montré clairement qu'il y avait un fusil dans la maison. Ça aussi, ça peut surprendre comme situation. Puis tu dois savoir, Julien, qu'on restait dans une plus petite ville. Donc, dans une petite ville en Mauricie, évidemment, mon père était connu, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Donc, pour faire attention à la sécurité de sa famille, il a décidé de faire ses enquêtes dans un plus grand milieu où il passait davantage incognito. Puis également, dans les petits trucs qu'il m'a mentionnés, c'est que, en général, dans les cas plus dangereux, il y allait avec 2 collègues pour se protéger.
Également, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'une femme seule, un enquêteur homme, ne peut pas y aller tout seul parce qu'il peut avoir des situations particulières. Une fois, un de ses collègues est allé chez une dame et la dame s'est complètement déshabillée, prétextant que l'enquêteur l'avait agressée. Évidemment. Donc, il faut être très, très prudent à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller à deux en général. Puis, bien sûr, mon père a rencontré des chiens. Des fois, il s'est fait accueillir par des chiens. Puis, on pense pas nécessairement aux caniches. Donc, ça peut être le Doberman, le Rottweiler. Donc, il fallait qu'il soit très, très prudent là, dans son métier. Là. Mais je pense qu'il a quand même aimé ça. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, il a fait cet emploi-là plus de 30 ans. OK. Là, et toi, comme enfant, est-ce que tu as ressenti des fois une certaine inquiétude? Parce que des fois, bon, si lui est confronté à ce genre de situation-là, des fois, ça revient à la maison. Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties quand tu étais Moi, j'ai pas vraiment été inquiet, pour être honnête avec toi, Julien. Par contre, une fois, une personne qui recevait de l'aide sociale est venue à la maison, cogner à la porte de mauvaise humeur parce qu'il n'avait pas reçu son chèque d'aide sociale. Évidemment, mon père ne pouvait pas nécessairement faire quelque chose pour cet individu-là, mais comme enfant de 5-6 ans, ben, ça peut surprendre un gars avec... Bon, c'est une image, mais c'était le cas, là, un gars avec la camisole blanche qui vient sacrer après son père. Ben, c'est toujours particulier pour un enfant. Louis-Antoine, merci beaucoup pour le témoignage. On se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci. Pour en discuter, on va recevoir Louis-Antoine Lemire, qui est notre journaliste à la recherche. Louis-Antoine, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour. Écoute, Louis-Antoine, je lisais, le 17 mars, le Salon du Livre annonçait que, et je cite, « C'est avec enthousiasme que les organisateurs du Salon international du livre de Québec annoncent aujourd'hui que le public pourra assister physiquement aux 20 représentations du magazine littéraire Auteur.e Studio qui seront présentées entre le 7 et le 11 avril 2021 au Centre des congrès de Québec. » Ceci signifie que le Silk a l'honneur d'être le premier salon du livre à présenter un volet présentiel au Québec depuis les 12 derniers mois. C'était quoi exactement la formule qu'on proposait? Oui, bien en fait, au départ, je t'apprends rien, Julien, la situation a fait en sorte qu'il y a beaucoup de plans qui ont changé. Au départ, le Salon du Livre, ce qu'il voulait faire, c'est pas plus de 198 personnes par représentation. Et on voulait faire, c'est pas plus que 20 représentations qu'on voulait faire, ça tout dépendant si la situation s'améliorait, se détériorait. Là, c'est sûr, avec l'annonce qui est survenue du premier ministre Legault, pour l'instant, le Salon du Livre ne sait pas du tout sur quel pied danser. J'ai eu la chance, disons ça comme ça, de m'entretenir avec la directrice des communications qui a préféré décliner l'entrevue qu'on devait avoir avec elle. Cette dernière m'expliquait que, évidemment, comme nous, elle a appris la nouvelle hier soir. Donc là, présentement, ils sont en train d'analyser les possibilités. Qu'est-ce qu'on fait avec le Salon du Livre? On voulait être on voulait avoir du présentiel. Est-ce que ça sera possible? On ne sait pas. Là. OK. C'est ça, puis c'est malheureux, parce que dans le cas de ces conférences-là, on parlait d'auteurs, d'autrices connues. J'en nomme quelques-uns, mais il y avait Ken Follett, quand même, Éric Emmanuel Schmitt, quand même, Kim Thuy, assez bien connu, Margaret Atwood, et j'en passe. Et donc, là, ce que j'en conclus, c'est que on n'est même pas sûr qu'on va tenir un format strictement numérique dans les prochains jours. On est un peu en position d'attente. Exactement. C'est vraiment une position d'attente. Je sais que, l'année passée, ils ont fait une version qui est quand même très, très virtuelle. Est-ce qu'ils vont utiliser la même recette pour l'édition 2021? Madame Mongeau ne le savait pas au moment où on fait l'entrevue aujourd'hui. Évidemment, avec la pandémie, les choses peuvent évoluer rapidement. C'est sûr qu'on s'est fait dire que, on était sur pause pendant une douzaine de jours. L'événement, ça s'en venait. Donc, est-ce que l'organisation va décider de repousser l'événement de quelques jours? On ne sait pas. On est dans le mystère, mais c'est sûr que je pense que c'est une situation, Julien, difficile pour tout le monde et on le voit en ce moment avec cette crise-là. Louis-Antoine Lemire, encore une fois, merci beaucoup. On se parle bientôt. Merci, Julien. Bonne journée. Et pour vous qui nous regardez et au nom de toute l'équipe, merci d'être là. Soyez prudents. On se voit bientôt.